Le trajet pour aller chez ma belle-sœur a duré un peu moins de 3 heures et j'ai passé la majeure partie du temps à regarder le paysage se transformer, les rues familières et animées de notre quartier de banlieue parisienne laissant place à des étendues plus vastes, plus vertes et étrangement intimidantes. Ma fille Léa était assise à l'arrière avec son casque sur les oreilles, articulant sans bruit les paroles de sa chanson, totalement imperturbable face à notre destination. Je lui enviais cela. Mon mari Julien conduisait comme à son habitude, une main sur le volant, détendu, tapotant de temps en temps son pouce contre la colonne de direction selon un rythme qu'il était le seul à entendre. Il possédait cette qualité que j'avais toujours admirée, cette capacité à traverser le monde sans avoir besoin de se blinder contre lui. Je ne partageais pas cette qualité. Je me blindais depuis mardi, quand son frère Marc avait appelé pour confirmer que nous venions toujours pour l'anniversaire de Bérénice. Tout ira bien, m'avait dit Julien sans que j'aie besoin de prononcer un mot. Je sais, avais-je répondu. Aucun de nous deux ne me croyait. Je voulais être juste envers Bérénice. J'avais essayé, au cours des 6 années de mariage avec Julien, de retrouver la version d'elle avec laquelle il avait grandi. La sœur aînée qui lui avait apparemment appris à faire du vélo, qui lui glissait des desserts en cachette et qui l'appelait chaque semaine durant sa première année d'université. Cette Bérénice avait existé. Je le croyais. C'est juste que je ne l'avais jamais personnellement rencontrée. La Bérénice que je connaissais était d'une élégance si lisse qu'elle sonnait comme un avertissement. Elle portait sa richesse avec une précision discrète. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien de bruyant, juste un agencement constant et soigné d'eux. Chose qui coûtait plus cher que notre budget course mensuel. Elle vivait à 40 minutes de la ville, dans une maison de maître que la famille de son mari Thibault avait fait construire dans les années 90, rénovée 2 fois. Depuis, et dont l'allée était si longue qu'on ne pouvait pas voir la porte d'entrée depuis la route. Nous étions invités chaque année à la réception d'été. Nous y étions allés 2 fois auparavant. À chaque fois, j'étais rentré chez moi avec l'impression d'avoir échoué à un examen dont on ne m'avait pas communiqué les consignes. Cette année était différente seulement parce que Léa était assez grande pour remarquer les choses. Elle avait 9 ans maintenant. Ce qui signifiait qu'elle était en âge de percevoir les tons, de ressentir le poids spécifique d'un regard qui vous juge et vous trouve insuffisant. Je l'avais habillée avec soin ce matin-là, une robe d'été bleu pâle dénichée dans une petite boutique du centre-ville, des sandales blanches, ses cheveux tressés en arrière comme elle l'aimait. Elle s'était regardée dans le miroir et avait dit qu'elle se trouvait jolie. J'étais totalement d'accord avec elle et je pensais chaque mot. Je m'étais aussi habillé avec soin. Une robe en lin vert que j'avais depuis 2 étés, toujours en bon état, une tenue dans laquelle je me sentais bien. Julien portait un pantalon en toile beige et une chemise blanche déboutonnée, les manches déjà retroussées jusqu'au coude avant même que nous ne quittions la maison. Il ressemblait exactement à lui-même. J'avais toujours trouvé cela remarquable. Nous sommes arrivés à la grille au bout de l'allée juste après midi. Il y avait une femme là-bas avec un porte-bloc, un véritable porte-bloc pour une fête d'anniversaire familiale, qui a vérifié nos noms et nous a fait signe de passer avec ce sourire particulier de quelqu'un qui exerce une amabilité professionnelle. La maison est apparue lentement, comme le font les choses quand l'approche est conçue pour impressionner. Elle était grande, de pierre claire et entourée d'un jardin paysager qui nécessitait manifestement toute une équipe. Des voitures étaient déjà alignées le long de l'allée. Je n'en reconnaissais aucune. Léa a baissé son casque et a regardé par la fenêtre. « C'est tonton Marc qui habite ici ?» a-t-elle demandé. « Il vient ici en visite ?» ai-je dit. « C'est tata Bérénice qui habite ici. » Oh. Elle a brièvement collé son nez contre la vitre. « On dirait un hôtel. » « Oui. » ai-je acquiescé. « C'est vrai.
Julien a trouvé une place près de la limite de la propriété et nous avons marché vers le son de la musique et des voix venant de l'arrière. Quelqu'un avait installé une tente de réception sur une partie de la pelouse. Il y avait des tables rondes avec des nappes blanches, un chariot de bar près du mur du jardin, des enfants qui couraient en groupes informels près d'une fontaine dont j'étais presque certaine qu'elle n'était que décorative. Toute la scène avait l'aspect de quelque chose de mis en scène, comme une photo de catalogue pour un mode de vie que je n'avais jamais envisagé d'acquérir. Bérénice nous a trouvés dans les 4 minutes suivant notre arrivée. C'est parce que je comptais de la même manière qu'on compte les secondes pendant un orage en attendant ce qui va suivre. Elle portait du blanc, bien sûr qu'elle portait du blanc, un ensemble en lin à jambes larges qui coûtait probablement plus cher que ma robe n'avait coûté sur ces 2 années d'existence. Son brushing était impeccable. Elle tenait une flûte de champagne dans une main et arborait l'expression de quelqu'un qui avait anticipé ce moment précis. « Julien », dit-elle en le serrant dans ses bras comme elle le faisait toujours, comme si c'était elle qui accordait l'étreinte. Puis elle m'a regardé. « Éléonore, tu es venue. » « Nous sommes venus, ai-je confirmé. »« Joyeux anniversaire Bérénice. » Elle a jeté un coup d'œil à Léa. « Et voici sûrement Léa, a-t-elle dit. Comme tu es mignonne. » La façon dont elle a prononcé « mignonne » s'est logée quelque part dans ma poitrine comme une écharde. Ce n'était pas un compliment. C'était une classification. Léa, qui n'avait pas encore appris à entendre ce que les mots faisaient sous ce qu'il disait, a souri et a dit merci. Bérénice nous a dirigés vers une table située à l'extrémité de la tente. C'était une table tout à fait correcte. C'était aussi, je l'ai remarqué immédiatement, la table la plus proche de l'endroit où le personnel de service disparaissait par une porte latérale, l'entrée de service, le bord fonctionnel de la fête où le bruit de la cuisine s'échappait parfois quand la porte s'ouvrait. Les autres tables, celles plus proches du centre, du bar et du quatuor à cordes que quelqu'un avait apparemment embauché, étaient occupées par des gens qui semblaient tous se connaître avec l'aisance d'une longue familiarité. Julien n'a rien dit sur la table. Il a tiré ma chaise, puis celle de Léa, s'est assis et nous a servi de l'eau à tous les 3 à partir de la carafe déjà présente. Il ne jouait pas la sérénité. Il était simplement serein, de cette manière spécifique à quelqu'un qui a décidé de ne pas accorder au plan de table la satisfaction d'avoir de l'importance. Je n'avais pas encore pris cette décision. Marc est passé nous voir dans les 20 premières minutes et il était sincèrement chaleureux d'une manière qui me faisait toujours sentir que la situation avec Bérénice était d'autant plus déroutante par contraste. Il avait 3 ans de plus que Julien, travaillait dans l'urbanisme et avait le même regard facile que son frère. Il a longuement serré Julien dans ses bras et s'est accroupi pour poser des questions à Léa sur ses lectures d'été avec ce qui semblait être un intérêt réel. Sa compagne Inès est restée avec nous un moment. Elle était gentille et drôle, et a discuté avec Léa d'une série de livres qu'elles avaient apparemment lus toutes les deux. Ce fut une bonne heure. J'ai commencé à me détendre peu à peu. Puis Bérénice est revenue. Elle était accompagnée de 2 de ses amis, le genre de femme qui arrive en formation et dont la présence est toujours un peu plus bruyante que ce que la pièce exige. Je me souvenais vaguement de l'une d'elles d'une fête précédente. L'autre était nouvelle. Elles se sont installées autour de notre table avec l'assurance de ceux qui ne se demandent jamais si leur arrivée pourrait être importune. Nous étions justement en train de discuter, a dit Bérénice en s'asseyant sur une chaise vide. À propos de Sainte-Marie. Sainte-Marie était l'école privée que fréquentaient ses filles. C'était, je l'avais appris, un sujet inépuisable. Inépuisable comme une route à sens unique. Elle allait toujours dans la même direction. Victoire fait le stage intensif d'été, a dit l'une des amies. 3 semaines d'immersion totale en anglais. Il loge carrément dans des familles d'accueil. C'est ambitieux,
a dit Julien modérément. C'est juste ce qu'ils font là-bas, a répondu Bérénice. Ils les préparent vraiment. Elle a regardé Léa qui, à ce moment-là, essayait de faire tenir une fraise en équilibre sur le bord de sa fourchette. Où va Léa déjà? À l'école publique du quartier, ai-je répondu. Une pause, très brève, très délibérée. Oh, c'est gentil, a dit Bérénice sur le ton de quelqu'un qui confirme que quelque chose est bien moins que gentil. Le public. Il y a de bons enseignants, a dit Julien. Elle adore son école. Bérénice a souri. Elle a repris sa flûte de champagne. Elle a laissé le sujet de côté mais ne l'a pas lâché, de la même manière qu'on pose un objet tout en restant assez près pour le reprendre. Ces filles sont arrivées quelques minutes plus tard, convoquées par un geste que je n'ai pas saisi. Victoire avait 11 ans et Philippine 7 ans, et elles étaient habillées de manière identique, d'une façon qui suggérait une coordination millimétrée, dans des robes en broderie anglaise jaune pâle que même moi je pouvais deviner hors de prix. Elles se tenaient avec la posture d'enfants qui avaient assisté à assez de réceptions de ce genre pour savoir comment se présenter. Philippine a regardé Léa. Léa a regardé Philippine. Salut, a dit Léa. Salut, a répondu Philippine. Et puis, avec la franchise dévastatrice d'une enfant de 7 ans qui avait totalement absorbé son environnement, elle a pointé la robe de Léa du doigt et a dit, ma maman dit que cette marque-là, ça vient d'un magasin ordinaire. La table est devenue silencieuse, de cette manière spécifique qui signifie que tout le monde a entendu. J'ai regardé le visage de Léa. J'ai vu le moment où elle a compris que quelque chose venait de se passer, qu'elle avait été pesée et que le verdict n'était pas favorable, même si elle ne pouvait pas nommer le mécanisme à l'œuvre. Son expression ne s'est pas effondrée exactement. Elle était trop digne pour ça. Elle avait toujours été une enfant qui traitait les choses intérieurement d'abord. Mais ses mains se sont immobilisées. La fraise est tombée de sa fourchette. Julien a posé son verre. Il a regardé Philippine avec l'attention calme de quelqu'un qui a tout son temps. Puis il a regardé Bérénice. Je pense que tu dois des excuses à ma fille, a-t-il dit, sans hausser le ton, sans colère, avec la précision de quelqu'un qui a mesuré exactement ce qui est requis et qui livre précisément cela, rien de plus, rien de moins. Le sourire de Bérénice n'a pas vacillé, mais quelque chose derrière a changé. Philippine ne faisait qu'une observation, a-t-elle dit. Elle répétait. Quelque chose qu'elle t'a entendu dire, a dit Julien. Ce qui signifie que les excuses doivent aussi venir de toi. L'une des amies a détourné le regard. Marc, qui était revenu à table pendant tout cela, était parfaitement immobile. Bérénice a posé sa flûte de champagne. Julien, je ne pense vraiment pas que nous avons fait 3 heures de route, a-t-il dit. Nous nous sommes assis à cette table. Nous avons été polis. Il a jeté un coup d'œil à Léa qui le regardait avec de grands yeux. Elle a 9 ans, Bérénice. Le silence qui a suivi a duré assez longtemps pour devenir une déclaration. Bérénice ne s'est pas excusée. Cela m'a appris tout ce dont je n'étais pas certaine auparavant. Julien s'est tourné vers Léa. Il a tendu la main et a ajusté la bretelle de sa robe d'un geste simple, sans hâte, délibéré. Tu es magnifique, a-t-il dit. Tu as toujours eu d'excellent goût. Le menton de Léa s'est redressé d'un demi-centimètre. C'était suffisant. J'ai reculé ma chaise. Je pense que nous allons y aller, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Je ne jouais pas la sérénité. Je la ressentais réellement, de cette manière qui arrive parfois. Quand la chose que vous redoutiez finit par se produire et se révèle surmontable. Merci de nous avoir reçus, Bérénice. Marc nous a raccompagnés à la voiture. Il a serré Julien dans ses bras, il avait l'air peiné et lui a dit.
Quelque chose à voix basse que je n'ai pas pu entendre. Il s'est accroupi devant. Léa. Ta robe est géniale, a-t-il dit. Je veux que tu le saches. Je sais, a répondu Léa. Et puis, les fraises de la fête étaient vraiment bonnes, par contre. Marc a ri. C'était le seul son authentique que j'avais entendu de tout l'après-midi. Nous avons repris le chemin en sens inverse, la maison disparaissant derrière nous de la même manière lente qu'elle était apparue, progressivement, sans drame. Léa a remis son casque dès les 10 premières minutes. J'ai regardé les arbres remplacer le jardin entretenu à travers la vitre passager. Est-ce que ça va, m'a demandé Julien. Oui, ai-je dit. Et cette fois, je le croyais. J'ai pensé à Léa à table, au moment où ses mains s'étaient immobilisées, à la fraise qui tombait. Et puis j'ai pensé au demi-centimètre dont son menton avait bougé quand son père lui avait dit qu'elle était belle. J'ai pensé à la façon dont ces deux moments vivraient en elle, tous les deux, et auxquels elle se raccrocherait le plus longtemps. Je connaissais les enfants. Je savais comment fonctionnait la mémoire à 9 ans. Elle se souviendrait du menton. 2 jours après la fête, Marc a appelé Julien. J'étais dans la cuisine et je pouvais entendre un côté de la conversation. Principalement des bruits d'écoute et un mot occasionnel. Quand Julien est entré, il a posé son téléphone sur le comptoir et est resté là un moment. Bérénice a eu une discussion avec Philippine, a-t-il dit. Apparemment, c'est devenu inconfortable. Philippine a pleuré. J'ai versé du café sans rien dire. Marc a dit qu'elle était dans un état d'esprit difficile depuis notre départ. Certains autres invités ont fait des commentaires avant même que nous ayons passé la grille. J'ai pensé à la femme avec son porte-bloc. J'ai pensé à la table près de l'entrée de la cuisine. J'ai pensé au mot « mignonne » avec une écharpe dedans. Comment va Léa, a-t-il demandé. J'ai pensé à ma fille ce matin-là, mangeant ses céréales et lisant un livre qu'elle avait apporté à table, les jambes balançant, totalement absorbée, les cheveux un peu en bataille. Portant un t-shirt avec un petit imprimé de fraises sur la poche. Qu'elle avait choisi elle-même dans un magasin qui ne nécessitait aucune réservation. Elle est parfaite, ai-je dit. Et ce qu'il y avait dans cette réponse, la chose que je comprenais plus clairement que jamais, assise dans ma propre cuisine avec mon café qui tiédissait dans mes mains, c'est que cela n'avait rien à voir avec la robe, l'école, la longueur de l'allée ou l'emplacement de la table près de la porte de service. Cela avait à voir avec le menton, le demi-centimètre, la façon dont une enfant apprend qui elle est, non. Pas à travers les gens qui essaient de la rabaisser, mais à travers ceux qui se tiennent dans la pièce et refusent de laisser le mépris l'atteindre. J'avais l'habitude de m'inquiéter, avant des réceptions comme celle-là, de ce que nous n'avions pas, de la bonne voiture, des bonnes étiquettes, de la bonne école avec le bon nom qui ouvrait les bonnes portes. Je me tenais devant mon placard et je faisais des calculs sur l'impression que j'étais capable de produire et si cela serait suffisant. Je ne faisais plus cela désormais. Ou plutôt, je comprenais. Maintenant que je calculais totalement la mauvaise chose. La bonne chose à calculer est plus simple et plus difficile, et n'a rien à voir avec un magasin. Ordinaire ou non. C'est ce que vous dites quand les mains de votre enfant de 9 ans s'immobilisent. C'est la rapidité avec laquelle vous le dites. C'est de savoir si elle entend, derrière les mots, que la mesure qu'on lui applique n'est pas celle qu'elle est obligée d'accepter. Léa l'avait entendu. Je l'avais vu l'entendre. C'est avec cela que j'étais rentré à la maison, en passant la grille, en descendant la longue route et en retournant dans le paysage que je reconnaissais, celui qui ne nécessitait pas de porte-bloc pour entrer. C'était cela que je transportais dans notre cuisine, dans notre semaine et dans notre vie ordinaire, sans apparat et irremplaçable. La robe venait d'un magasin ordinaire.
La petite fille qui la portait n'était pas le genre de chose qu'on pouvait acheter, où que ce soit.